Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais. Vous connaissez le principe, tous les samedis de 9h à 10h. Et ensuite, sur Radio Canu, bien entendu, en direct et sans filet. Et ce que je viens de louper, justement, la petite fourche qui a langué, eh bien, elle est en direct, sans filet. Et elle est reprise, évidemment, dans le podcast. Et le podcast, il est diffusé sur Trend Mix Radio Subarashi et chez les copains de Bad Geek qui nous font l'amitié de nous rediffuser sur plein de plateformes bien sympas, notamment iTunes et Mixcloud. Comment vas-tu, mon Léo ? Ça va. Un samedi classique. Samedi très classique. Très pour classique. Une fois, au calme. Oui et non. Parce que du coup, on va parler aussi de beaucoup de choses. Alors, on n'a pas d'invité cette semaine, mais on va avoir beaucoup de sujets très différents. Des sujets... musicaux, des sujets historiques. Voilà, le programme est relativement chargé. Je dirais même musicaux de gare. Musique de gare, oui, vous savez que musicaux de gare. Au Japon, plutôt que d'avoir le petit signal sonore, si, ils en ont effectivement des lignes où il y a simplement le signal sonore du métro qui se ferme, mais sur certaines lignes, eh bien, ce n'est pas un petit signal sonore, c'est carrément une musique. Alors une musique qui peut être simplement la propriété de telle ou telle compagnie ferroviaire ou de métro. Mais ça peut être aussi des hommages à une équipe de sport, on avait vu ça il y a un mois, des hommages à l'animation japonaise, on avait vu notamment, on avait fait un dramas, tout voilà. Les lieux. On avait parlé de Takana no Baba, bien entendu, avec la fameuse musique que les gens connaissent si vous avez pris la Yamanote de Astro le petit robot. C'est pas la seule gare d'ailleurs qui a Astro le petit robot en musique de départ de train, mais on va s'intéresser plutôt aux idoles, et encore ce n'est qu'un effleurement du sujet, puisque là on va rester sur Tokyo, mais alors dans le Kansai ils sont tellement fiers de leurs idoles qu'ils les mettent un petit peu à toutes les sauces, mais ça ce sera pour un prochain épisode. Voilà le teasing un peu pour cette émission. On aura aussi un petit focus sur des idoles, mais des idoles également de baseball, c'est un petit peu ça. Ouais, on va un peu sortir du rugby, on va aller du côté du baseball. On va faire un petit topo d'ailleurs sur le baseball au Japon, et puis c'est des idoles que vous connaissez d'ailleurs. C'est pour ceux en tout cas qui suivent la J-pop, c'est pas possible d'être passé au travers de ce groupe. C'est un peu comme les Morning. Enfin voilà, d'ailleurs c'est le Project. C'est le même, voilà, c'est le Project exactement. C'est le même truc. Donc on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Allez, et justement, puisqu'on parlait de baseball, on a ouvert cette émission avec la musique. Alors ça, c'est pas des idoles, mais c'est quand même un bon gros groupe de pop bien établi. Il y a encore une petite dizaine d'années. Je sais pas trop ce qu'ils donnent maintenant. Je sais pas trop ce que ça donne maintenant ce groupe-là, mais il s'appelle AAA ou A ou Triple A, ça dépend comment vous. Mais non, mais ou A. A quoi. Ou A, c'est quoi le texte? Bah ouais. A. Et vraiment, c'est le nom du groupe, AAA. Avec la reprise du thème, en fait, de l'hymne officiel du club de baseball de Fukuoka, Isayuke Wakataka Gundan, et version 2007, donc le titre a déjà une grosse dizaine d'années, mais c'était à l'époque où justement où AAA était au sommet de son art. Pourquoi on la passe ? Eh bien parce qu'on est les champions. Voilà, avec Romain, on aime beaucoup l'île de Kyushu. Exactement. Et forcément, ils ont gagné. C'est le petit, voilà, c'est notre petit plaisir, c'est que les champions de baseball, les champions de baseball, c'est Fukuoka. Ouais, Japan Series. J'expliquerai ça un tout petit peu tout à l'heure, le principe, tu me compléteras d'ailleurs. Sur le principe du championnat de baseball au Japon. Saison régulière et play-off, ils sont pas allés chercher très loin. Un tout petit peu, mais vas-y. Enchaîne. Allez, on va continuer avec quelque chose de beaucoup plus rock, avec la sélection de Jeanne, la jolie Jeanne, qui, je vous le rappelle une fois toutes les 2 semaines, nous apporte sa bonne parole, en tout cas son éclairage sur les groupes du moment. Elle nous a retrouvé un groupe, alors un titre d'il y a quelques années, mais le groupe existe toujours bien entendu, et on passera un titre un peu plus récent dans un prochain Muteki, mais elle nous a fait ce petit cadeau de nous présenter la chanson Uncheated, donc dégoupillé techniquement en fait en français, et le groupe a un nom très joli, je trouve, c'est Silhouette from the Skylit, une silhouette à partir du ciel éclairé, c'est ça, si j'ose dire, voilà. Et donc c'est la sélection de Jeanne qui sera suivie d'un grand classique que je pense que les fans de rock punk un peu à la californienne reconnaîtront certainement. Donc la sélection de Jeanne pour commencer cette émission, 0418 39 18 15 pour nous appeler. Et puis muteki-radio.fr. Et bien entendu Muteki, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, et on est ensemble jusqu'à 10h.
土曜日無敵を聞け。Sunny day, I wake up and I see I have overslept. I'm already late, no need to rush anymore, that feels so good. I've got a new stereo, that means I've got a new toy. I turned it on, I love the moment of picking a CD. Things are pretty simple around me, days are quick to pass me by. All I wanna do is to be with my favorite things. My favorite songs, my favorite TV shows are never ending. My favorite books, my favorite radio shows will never die. They echo inside me. No need to understand me. Light a cigarette, I'm still home. It's almost perfect tonight. No one complains, no matter how loud my music is playing. When they are all at work, it's daytime. I won't do things I can't do tomorrow. All I want to do is to be with my favorite things. My favorite songs, my favorite TV shows are never ending.
It may appear I'm wasting my time, but all I wanna do is to be with my favorite things, my favorite songs, my favorite TV shows are never ending. My favorite books, my favorite radio shows will never die. My favorite songs, my favorite TV shows are never ending. My favorite books, my favorite radio shows will never die. My favorite songs, my favorite shows never My Favorite Song, Ellegarden, donc pour ceux qui connaîtraient pas encore cet excellent groupe qui s'est séparé, mais le leader continue toujours ses activités musicales, bien entendu. Vous êtes toujours sur Mouteki, et pour ouvrir cette émission, je rappelle que c'était la sélection de la jolie Jeanne, Unsheeted par Silhouette in the Sky. C'est très joli comme... Oui, tu l'adores. Ah, t'es bien. Un vrai petit coup de cœur pour le nom de ce groupe que je trouve vraiment mignon. On va parler un petit peu. Alors du coup, avant de parler des idoles, on va évoquer un peu le 11 novembre, puisque vu la date d'aujourd'hui. Vu la date, on est le 10. Voilà, évidemment. Je connais pas la les demain. Commémorations, etc., etc. Il y a une histoire qu'on connaît pas beaucoup. Ouais. C'est celle du Japon pendant la Première Guerre mondiale, car oui, le Japon a participé à la Première Guerre mondiale. Léo, tu étais très surpris quand je t'ai dit que j'avais prévu d'en parler, et tu me dis mais le Japon, ils ont regardé ça depuis leur île. Depuis leur île, voilà, depuis leur archipel. Puis surtout, moi je connaissais la guerre russo-japonaise. La guerre russo-japonaise de 1905, qui était un peu plus ancienne, mais je savais pas qu'ils étaient impliqués dans la Première Guerre mondiale. Et ils ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale, et en plus de ça, de notre côté, à nous, les Français, Anglais et Russes, et encore Russes. Attention, on va en parler justement. Ouais. C'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ils étaient du côté des Français et des Anglais. Pourquoi ? Parce que lorsque le Japon s'est modernisé, eh bien, ils ont beaucoup fait appel, bien entendu, aux Britanniques pour s'armer, pour leur industrie également. Et puis il y a peut-être aussi une petite correspondance, je ne sais pas, d'un archipel à l'autre. Il y a quelque chose qui fait que effectivement ce sont deux puissances, en tout cas l'une qui était navale et l'autre qui aspirait à le devenir, alors que le Japon n'avait jamais été une puissance navale. Le Japon d'ailleurs n'aimait pas la mer, limitait avant l'ouverture du pays, limitait même d'ailleurs la taille des bateaux pour que les gens ne quittent pas le pays. Disons qu'il y avait une époque où ils avaient une flotte navale dominante à une époque, mais c'est vrai qu'ils l'ont négligé à partir du moment où il y a eu l'isolationnisme qui s'est mis en place, effectivement. Et surtout, en fait, voilà, c'était... Alors, ce qu'on appelle l'isolationnisme, alors on en parlera une autre fois, mais en gros, c'était surtout de déterminer, c'est un petit peu comme l'Europe féodale, finalement, c'est que chaque caste a sa prérogative, du coup aussi chaque famille, chaque clan avait ses propres prérogatives. Le clan qui dirigeait notamment les îles Sado, qui sont au large de Toyama Niigata, était en charge du commerce avec telle partie de l'Asie. Le clan Satsuma à Kagoshima était celui qui était censé justement faire du commerce avec les îles Ryukyu, donc également avec la Chine, puisque les Ryukyu faisaient commerce avec la Chine, donc c'était indirect, etc., etc. Ça, c'était l'isolationnisme. Ensuite, le pays s'est ouvert, et donc c'est beaucoup industrialisé grâce donc aux Britanniques. Et lorsque les Britanniques ont déclaré la guerre, en tout cas sont entrés dans la Première Guerre mondiale, les Japonais se sont dit hey, nous aussi. Et ça tombe bien, puisqu'il y avait qui à affronter à l'époque. Les empires centraux n'avaient pas vraiment d'empires coloniaux. Bah si, les Allemands avaient quelques petites possessions en Chine, notamment une qui vous parlera si vous allez assez régulièrement dans des restaurants chinois. L'Allemagne avait un comptoir, tout comme Macao, tout comme Macao appartenait aux Portugais, Hong Kong appartenait aux Anglais, Guangzhou appartenait aux Français. Il y avait même un comptoir français sur la côte chinoise. Bref, les Allemands avaient leur comptoir à eux, Tsingtao.
Et oui, comme la bière. Et oui, la bière Tsingtao vient du fait que les Allemands en fait ont occupé le terrain pendant un petit moment et ont fait de la bière dans la région globalement. Et lorsque les communistes ont repris en main la plupart des ports de la côte, à l'exception de Macao et Hong Kong, eh bien, quand ils ont repris Tsingtao, qui avait été entre-temps occupé par les Japonais, ils se sont dit bah tiens, il y a une brasserie là-bas. Ah bah tiens, on va la garder. Et on va faire la bière, voilà, la marque de bière chinoise. C'était communiste, il n'y avait pas de. Bah voilà, on organise la société. Donc il n'y a qu'une brasserie, hein, pas beau. Mais en même temps, ils ont choisi aussi là où on la faisait déjà. Là où on la faisait déjà. Ah oui, c'est un peu facile. Donc, oui, mais du coup, t'as pas de concurrence. Les Allemands contrôlaient Tsingtao, les Japonais ont attaqué Tsingtao à ce moment-là. Ils ont pris le comptoir, donc ils ont eu le droit à la fin de la guerre de le récupérer. Et puis ils ont aussi combattu les Allemands sur mer et un petit peu sur terre aussi, plus au sud, la Micronésie, tout ça, et la Papouasie. Il y a eu un affrontement britanno-germano. Japonais, enfin britanno-germanique et avec l'appui des Japonais en Papouasie. Et donc à la fin de la guerre, les Japonais se sont retrouvés en possession de la Micronésie et du nord également, je crois, de quelques archipels. Ce qui a fait en fait que le Japon devenait une véritable puissance navale. Et c'est un peu le début des emmerdes, si j'ose dire, puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, donc le Japon se retrouve avec des grosses possessions et se retrouve aussi à essayer suite aux accords, effectivement. Voilà, suite tous les accords Versailles en 1918. Ouais, ça dure jusqu'à 1920, tous ces traités. Alors, attends, qui a réorganisé le monde et effectivement le Japon en a bénéficié. Et en a bénéficié et en fait a commencé à écrire un discours par rapport à ça, à se justifier par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir véritablement le discours qu'on verra ensuite lors de la Seconde Guerre mondiale, où le Japon se justifiera de son occupation en essayant de se dire attends, on est les libérateurs de l'Asie, ouais. etc. Et du coup, ça va donner un peu tout le discours qui va amener au totalitarisme là-bas au Japon. Donc c'est ces victoires-là finalement qui vont aussi un petit peu amener le Japon à commettre le faux pas qui va faire en sorte que, qui va précipiter la chute de leur possession outre-mer. Pour ceux qui ont révisé un peu leur histoire, il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale, le terreau de cette grande guerre, malheureusement, sont aussi nés des victoires et des défaites de la Première Guerre et des traités. Et malheureusement. Je vois aussi beaucoup de médias qui en parlent justement. Il y a beaucoup de... ce qu'on peut retenir, c'est que les traités qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale ont découpé les territoires, ont donné ont donné un peu un terreau fertile justement à la marche à la guerre. En tout cas, des discours qui étaient très très offensifs, très musclés, très militaristes et qui ont donné ensuite une marche à la guerre qu'on connaît finalement, qui a amené à la Seconde Guerre mondiale. Donc certains historiens disent même d'ailleurs en réalité que l'entre-deux-guerres n'est qu'une trêve et qu'en fait on peut considérer qu'il y a une seule guerre mondiale. Je suis pas tout à fait d'accord puisque le matériel n'est pas le même, les moyens n'étaient pas les mêmes, les alliances n'étaient pas les mêmes, etc. Donc je pense on que peut débattre longtemps là, on n'est pas là ici. Là où je voulais en terminer, le dernier truc, et ce qu'on sait moins, alors certains le savaient peut-être déjà que le Japon avait participé à la Première Guerre mondiale dans le camp donc de l'entente, donc les franco-anglais, mais ce qu'on sait encore moins, c'est que les Japonais en fait ont occupé la Sibérie. Tu vois. Vous allez me dire, mais attendez, les Russes, ils étaient de notre côté normalement pendant la Première Guerre mondiale. Comment ça se fait que des copains s'attaquent entre eux? Techniquement, des alliés, ça s'attaque entre eux. Eh bien, les Russes ont cessé le combat en 1917. Il y a eu la révolution, il y a eu tout le bordel avec aussi tout un fait. Instabilité, une grosse instabilité où en fait chaque seigneur de guerre contrôlait son petit territoire. Eh bien, les Japonais en fait ont été amenés là-bas. Se sont proposés aussi, il faut dire ce qui est, on les a pas trop non plus forcés, d'occuper la Sibérie, eh bien contre le danger communiste, etc. Ils ont occupé la Sibérie pendant 3 ans. Ils ont installé, ils ont protégé des petits seigneurs de guerre là-bas sur place parce qu'ils n'allaient pas non plus y amener des Japonais. Il y avait que l'armée qui était sur place. Mais au bout de 3 ans, en fait, l'Union soviétique s'étant constituée. Eh bien, alors à l'époque c'était une sorte de commandement sur place, s'appelait la République d'Extrême-Orient. Enfin techniquement c'était les soviétiques, mais qui amenaient tout le matériel par le transsibérien, qui venait d'être complété depuis une grosse 10-15 d'années. Eh bien, en fait ils ont ils ont reculé, ils se sont retirés du terrain justement devant l'avance des troupes soviétiques en disant écoutez, nous on s'en lave les mains, on rentre chez nous. Et on était en 1921. Mais pour eux, la guerre se termine en réalité en 1921, lorsque les dernières troupes quittent
Vladivostok. D'accord. Voilà l'épisode donc. Petit épisode en rapport avec demain. Petit épisode en rapport avec demain, donc en rapport avec le 11 novembre. Et voilà, donc du coup, on se retrouve avec un Japon qui était de notre côté au départ et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, qui a retourné son alliance absolument, quoi. Voilà ce que je pouvais également vous dire. On va enchaîner ensuite, on enchaînera avec un petit peu de baseball derrière, j'imagine. Ouais, on fera derrière ça. je te garde ça. Parce que si on enchaîne maintenant avec ça, ça va pas être bon. Là. C'est pas non. du tout. Pas du tout. Mais il y a un animé qui fait un peu le lien entre les deux. Eh bien, c'est Full Metal Alchemist. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on parle plutôt d'alchimie plutôt qu'autre chose. Mais la première série, on sent le côté un peu steampunk, puisque les trains sont encore à vapeur, puisqu'on a un monde un petit peu parallèle, finalement, qui se retrouve un petit peu comme l'entre-deux-guerres. Et ça se termine d'ailleurs sur, la première série, en tout cas, ça termine sur l'une des attaques sur Londres par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, je vous propose, justement, d'écouter l'un des génériques et l'un des plus emblématiques qui existent, Rewrite par Asian Kung Fu Generation. Vous êtes sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. 存在の証明が他にないから
がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ覚えてゆくたび面影の中手を伸ばすのだけど一人ではわからないこともあるのかもしれないさよならは苦くて愛してるわ遠いに追いがしたたとえ用のないこの想いはとても怖くてだけどとても愛しくて私なんて泣いてるんだろう心になって答えたらいい言葉はいつでも語るでもなくてそこにあるばかり募るばかり私はあなたに会いたくなる綺麗な言葉を覚えていくたび自分のことが嫌になりそうだけど背を向けちゃいけない言葉もあるのかもしれない悲しみは冷たくありがとうはぬくもりに色づく形のないもの触れるたびにあなたの声が胸の奥で響いているの書きかけてはやめた宛先のない手紙は風に揺れる届けたい人の街まで始まりの終わりを伝えるために生きることやめないことをあなたに今日誇れるように私なんて泣いてるんだろう心になって答えたらいい言葉はいつでも語るでもなくてそこにあるばかり募るばかり私はあなたに会いたくなるよEt c'est l'opening de Violet Evergarden que vous venez d'entendre, Sincerely. Et le groupe s'appelle True. Et toi, tu as été
ému par cette série, si je comprends bien. Léo, explique-nous. Il n'y a pas que moi. Mais ouais, pour les gens qui connaissent pas, c'est une série sur la guerre. Enfin, vraiment, ça tourne autour de ça puisque. Elle n'est pas nommée, je crois. Non, si. Tu m'avais l'air de me dire qu'elle durait. Comme par hasard 4 ans, mais voilà. C'était une guerre. C'est une guerre qui se passe dans le futur puisque c'est une jeune fille en fait qui a été élevée qu'à faire la guerre et qui revient de cette guerre qui s'est terminée et en fait elle perd ses 2 bras. Elle revient ensuite pour une fonction particulière qui sont les poupées de souvenirs automatiques, Jidoshu Kiningyo en fait. Voilà, et en fait elle retranscrit les pensées par écrit en fait, les pensées et les sentiments des gens par écrit. Et en même temps, elle cherche ses propres sentiments puisqu'elle a perdu son commandant. Je crois que c'est le commandant ou major de l'armée, commandant de l'armée. Et elle essaie de comprendre ce qui se passe parce qu'elle est complètement traumatisée, faut être clair. Et en fait, c'est la reconstruction de cette jeune fille autour de ce métier, autour des souvenirs et puis de la compréhension des sentiments. Voilà, c'est extrêmement émouvant. Il y a des scènes qui sont absolument incroyables. Donc en fait, c'est à travers, je n'ai pas encore fini cette une fille robot. C'est pas robot. En fait, c'est une jeune fille, mais en fait, elle est quasiment considérée comme une robot puisqu'elle a fait que se battre. Et en fait, elle perd ses 2 bras et elle a 2 bras mécaniques. Ah voilà. Et donc à travers cette figure finalement à la fois douce mais en même temps traumatisée justement par le fait qu'elle n'a appris qu'à se battre, eh bien on peut traiter en quelque sorte du retour de guerre quoi. Ah ouais, du traumatisme, du stress post-traumatique et d'autres choses comme ça alors. Exactement, et de la reconstruction des soldats après une telle abomination parce que vraiment ça fait vraiment écho à ça. Franchement, quand tu vois les scènes de guerre, ça fait vraiment écho au gâchis, à l'horreur et au fait que là tu réponds à des ordres. Ouais, il faut se battre quoi. Et voilà. C'est un petit peu tu me faisais un parallèle avec Kenshin également qui n'avait appris qu'à tuer et qui se retrouve effectivement à essayer de une sorte de repentance. Lui, c'est une repentance. Effectivement, c'est le chemin du pardon. Et alors pour en terminer, il y a aussi un autre animé du coup qu'on peut éventuellement, alors on en parlera une prochaine fois, mais là ça peut être aussi un petit teasing pour une prochaine fois. Il y a un animé donc qui se passe pendant la guerre russo-japonaise et cette fois-ci il s'agit vraiment de la guerre russo-japonaise. C'est Golden Kamuy, c'est ça ? Ouais, Golden Kamuy qui se passe à Hokkaido, le lieu de la guerre russo-japonaise, et d'une animation énorme. Enfin, j'ai vu que le premier épisode, mais c'est une animation énorme et voilà, en rapport avec le 11 novembre. C'est aussi une guerre qui a beaucoup marqué les Japonais, la relation russo-japonaise jusqu'à aujourd'hui. Faut le savoir, il y a des territoires toujours contestés entre les 2 pays. Et donc cet animé raconte ça. Il y a une première saison qui s'est terminée, il y a une deuxième saison qui soit est en cours, soit se prépare. Et autour de ça, c'est très particulier puisque ça se passe, comme je vous l'ai dit, à Hokkaido, ce qui est assez rare pour des mangas et des animés de se passer dans cet endroit-là. Ça raconte l'histoire d'un soldat et d'une jeune habitante d'Hokkaido à l'époque, donc je sais plus le terme, des habitants particuliers les Ainu. Exactement. Et donc ça parle aussi un peu de spiritisme, de croyances locales. Voilà, c'est très intéressant. Très bien, merci beaucoup pour ces petites explications. On va peut-être éventuellement pouvoir parler de... Non mais... J'avais quoi, ils disent, on pourrait peut-être éventuellement dans la possibilité de... Ah non mais là je suis véritablement en train de me dire mais pourquoi toutes mes notes ne sont pas affichées, ne sont absolument pas affichées, c'est un bordel sans nom. Bref, donc je suis censé vous parler évidemment de musique de gare version idol. Alors, on va vous en parler bien entendu. Mais déjà en fait je vais vous parler d'une musique de gare, de métro. Est-ce que tu connais la ligne de Chiyoda, la ligne de Tokyo Metro, donc qui passe vraiment par le centre-ville, qui d'ailleurs fait le tour, il me semble, une partie du tour du palais impérial, etc. Oui. Et ça tombe bien, sur la ligne de Chiyoda, il y a une jolie petite station toute pittoresque en centre-ville qui s'appelle Nogizaka. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose ? Nogizaka me dit rien comme ça. Mais Nogizaka, tu sais qu'il y a un groupe d'idoles qui s'appelle Nogizaka 46. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu crois que les gens ont fait ? Ils ont dit, hey, si on mettait une musique de départ de train, genre les Nogizaka 46. Ça donne ça. On est de l'autre côté, effectivement. Alors,
Quel est le nom de cette chanson? C'est Kimi no Nawa Kibo, qui est une des chansons des Nogizaka 46. Il y a aussi, alors du coup, vous remarquez bien que dans la même station, en fonction du sens du train, vous n'avez pas la même musique pour pas vous gourer. Oui. Parce que quand t'entends la musique, tu fais merde, c'est pas la bonne, c'est pas l'habituel, tu fais oh merde, faut que j'aille de l'autre côté. C'est tellement ça. Et moi, il y en a une qui me, alors là, que je cherche en ce moment là, du coup, pendant que je vous parle, parce que c'est un petit peu comme finalement, c'est un petit peu comme Marcus, tu sais, c'est pas facile de jouer et de parler en même temps. Eh bien, il y a surtout une qui moi me parle plus que les autres, bien entendu. Eh bien, c'est, et puis qui parlera aussi à tous les vieux fans. Bonjour Mathieu Pinon. Les fans, bien entendu, de la très grande première idol, celle qu'on peut considérer comme la première idol, qui est Momoe Yamaguchi. Il y a une gare de Yokosuka qui n'est pas une gare de la JR, mais qui est une gare de la compagnie Keikyu, qui est une compagnie privée. Ouais. Eh bien, pour nous annoncer le départ de train, eh bien, nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? En plus, elle est longue. Ah ouais, non, après bon, généralement, alors faut savoir qu'avec la Keikyu, voilà, j'ai le son en entier, mais normalement la chanson ne va pas jusqu'au bout. D'accord. Généralement, c'est juste, c'est l'attente jusqu'à. Tu as pris la version longue de la chanson version MIDI. Oui, qu'on peut trouver facilement sur le net. Enfin, voilà. Ouais. Mais par contre, c'est véritablement la version que vous entendez sur le haut-parleur. Et c'est Yokosuka Story, qui est l'un des plus gros tubes, bien entendu, de la grande Momoe Yamaguchi. Et comme d'habitude, bien entendu, c'est pour vous savez le même principe, bien entendu. De l'autre côté, on a le couplet de la chanson dans l'autre sens pour bien pas se gourer le matin de sens. Quand t'es dans le coltard. Allez, je vais en terminer avec la plus évidente, parce que ça, c'est la plus émotionnelle, c'est la plus historique, si j'ose dire, puisque je rappelle que Momoe Yamaguchi a eu une carrière qui allait de 73 jusqu'à 80, qu'elle nous a sorti plus de 20 albums en à peine 7 ans de carrière, et qu'à partir de ses 20 ans, elle s'est mariée. Elle a quitté le monde du show business et elle s'est retirée du monde. Mais véritablement, c'est-à-dire qu'on l'a rappelé, on l'a tiré de sa retraite pour un titre qu'elle a co-composé d'ailleurs avec Kenji Sawada, qui était une des grosses figures pop de l'époque, pour Anne Lewis, qui était elle-même une idol, donc une des successeuses, si j'ose dire, de Momoe. Mais après, elle a quasiment plus rien fait. Elle a sorti un ou deux bouquins pour comment être la mère parfaite, machin bidule. Mais du coup, elle est considérée aussi par les Japonais d'ailleurs comme la figure de l'idol qui a réussi et qui ensuite est devenue une mère parfaite. Il y a un côté très conservateur, mais c'est une sorte de fantasme conservateur japonais, si j'ose dire. C'est ça. C'est la femme conservatrice parfaite. C'est un peu ça. Tu as fait une carrière, tu es maman, tu arrêtes. Hop, sauf que après, voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Japansea justement sur les premières fois dans la musique japonaise, et déjà la première idol, le volet sur la première idol mérite une conférence à elle toute seule, parce qu'il faudrait vous retracer la vie entière de Momoe, puisque du coup il y a beaucoup de choses à en dire, il y a beaucoup de pressions externes qui ont fait aussi que franchement, elle en avait marre au bout d'un moment. De 13 à 20 ans, elle a quasiment pas eu de vie comme la plupart des idoles maintenant, mais c'était la première à véritablement avoir ce rythme-là et d'être marketée pour sa jeunesse et sa fraîcheur. Et donc, contrairement aux autres, par exemple, des grandes chanteuses qui ensuite ont fait carrière dans le NK, dans la variété, qui ont été effectivement des starlets, des stars en devenir, mais qui n'ont pas forcément été marketées comme des idoles en disant, regardez, voilà. Le Japon, c'est allé loin. Jeunesse éternelle, etc. Claude François, c'est un peu cette pression-là, quoi, au niveau idol. Mais l'idol, c'est plus encore. Mais je veux dire, alors, si on doit comparer quelque chose, c'est un peu ça, quoi. Exactement. Allez, on en termine avec, voilà, parce que sinon, ce serait un débat en soi, d'ailleurs, qui serait extrêmement intéressant sur les idols. Mais on va terminer, bien entendu, avec le plus évident, parce que si vous allez au Japon, il y a des chances que vous fréquentiez un quartier qui s'appelle Akihabara, qui fantasme beaucoup les Occidentaux, bien entendu, puisqu'il s'agit du ex-quartier de la high-tech, toujours un petit peu quartier de la high-tech, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de petites ruelles où on peut trouver du matos, mais désormais le produit d'appel c'est le fan service, c'est la culture pop, surtout orienté pour les garçons. Là où Ikebukuro par exemple, et j'en perds mon casque, vous voyez, là où Ikebukuro est plutôt orienté sur les filles, avec notamment le fameux animate de Ikebukuro, mais ça je m'égare comme d'habitude, je m'égare.
À Akihabara, bien entendu, vous avez les chansons de musique de gare de la JR, bien entendu, qui sont elles pas forcément localisées à Akihabara. On les retrouve ailleurs dans d'autres endroits de la mégapole, mais il y a le métro, la ligne Hibiya du métro. Là encore une fois, c'est Tokyo Metro qui s'occupe de ça. Et bien entendu, c'est logique, les idoles de Akihabara, celles qui portent le nom d'ailleurs du quartier, c'est les AKB forcément, avec Koi Suru Fortune Cookie. Mais alors ce coup-ci, version donc, vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, version MIDI quoi, ça donne ça. Oui, c'est... Alors pour le coup, vous voulez... Voilà, dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, vous avez ça. Mais alors vraiment, c'est la version... c'est la version cheap, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout le... Version courte, hop là. Les mecs, ils avaient dû négocier, tu sais. Bon alors, on vous négocie 5 secondes du truc. Ah ouais, super cher les mecs. Non mais c'est... une version 30 secondes comme Momoe, comme la KQ. Ah non, c'est beaucoup trop cher. Hein. Ah ouais. Bon, on prend le forfait 5 secondes. Ouais. Attention, c'est le métro, faut aller vite. Voilà, allez, pour Koisulu Fortune Cookie, c'est un peu ce que je vous propose. Hein. On va en terminer avec ça. Fortune Cookie. Oh yeah, Japan. C'est parti sur Muteki.「な
maintenant que vous avez le refrain en tête, je vais pouvoir vous repasser justement le jingle. Et voilà, on se retrouve effectivement avec le refrain, bien entendu, de Koisuru Fortune Cookie, mais alors version super accélérée, version 3 secondes. C'est ça, version 5 secondes. Hop là, voilà. Oui, techniquement, c'est 5 secondes en fait. L'autre, par contre, qui correspond au couplet, elle ne dure que 3 secondes. Voilà, je pense qu'on aura suffisamment passé du Kebi comme ça. Ouais. On va s'arrêter là. Bon, ouais, je pense. Et il nous reste à peine de quoi nous dire au revoir. Ouais. Mais pas n'importe comment. On va devoir parler rapidement du coup du dernier clin d'œil pour des musiques de gare, puisqu'on va parler de sport et de baseball. Cette fois, oui, je ne parlerai pas rugby, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Mais non, mais tout se perd, ma bonne dame. Ouais, tout se perd, exactement. On va parler donc de baseball au Japon. Il faut savoir que le baseball, c'est le sport collectif national. Bon, il y a le football qui, bien sûr, commence à prendre beaucoup de place là-bas, mais c'est le baseball, bien sûr. Quand vous regardez les mangas, de toute façon, il faut bien se rendre compte que le baseball... Oh, depuis très longtemps. Ah oui, ça remplit les rayons des voir mangas. Si le premier manga de sport était pas un manga de baseball. Ah bah clairement, non, je pense que oui, ça serait ou sumo. Voilà. En tout cas, on va parler d'un club qui s'appelle le Tohoku Rakuten Golden Eagles, l'équipe de baseball de Sendai. C'est long. Ouais, c'est il est long. Et donc il faut savoir que là-bas, la ligue professionnelle de baseball au Japon se répartit en 2 ligues, la ligue centrale et la ligue pacifique, dans laquelle se trouvent les Golden Eagles. Oui. Ce club a été créé très récemment en 2005, puisqu'il est né après une fusion de 2 autres clubs qui a fait qu'il fallait remplir le trou. Il fallait remplir la place vide. Et du coup, c'est pour ça que cette franchise, au début, n'a pas, en 2005 et les premières années, ça n'a pas trop bien marché. C'est une franchise super récente. Ouais. Et surtout, elle s'est abonnée aux dernières places pendant plusieurs années. Et si Rakuten vous dit rien, ou vous dit peut-être même un tout petit peu quelque chose, il faut savoir que dans nos contrées, Rakuten, ça vous parlera beaucoup si vous faites du commerce en ligne, et notamment si vous revendez des objets, puisque c'est Price Minister qui s'est fait complètement avaler par Rakuten, donc cette marque japonaise. Tu vas me dire que c'est encore un club sponsorisé par une marque. Oui, mais c'est normal au Japon. C'est normal. C'est toujours comme ça. C'est normal au Japon. Et donc, du coup, voilà, les premières années, ça a été catastrophique. Mais il s'est passé quelque chose de miraculeux en 2013, puisqu'ils ont remporté une Japan Series face aux puissants Yomiuri Giants de Tokyo, les Oranges. Moi, j'appelle les Oranges. Oui. J'aurais été l'Orange. En finale, et donc, il faut savoir que les 2 ligues ont leur champion, et que ce Japan Series est la rencontre entre les 2 vainqueurs des 2 ligues. La super finale. Comme le Super Bowl. Comme aussi les World Series en baseball américain. Exactement. Voilà. Exactement. Conférence Est, conférence Ouest aussi en NBA, etc. Enfin, c'est la super finale. Exactement. Et en 2013, c'est quand même assez miraculeux, parce que 2 ans auparavant, je vous rappelle quand même que dans cette région, et notamment à Sendai, il y a eu l'énorme tsunami et séisme de mars 2011, et donc Sendai a été à quelques encablures de Fukushima. Et donc le stade Miyagi Baseball Stadium a subi d'énormes dégâts à cause notamment des inondations, pas vraiment le séisme, mais vraiment les inondations. Et 2 ans après, ils ont réussi à faire cet énorme exploit de gagner ces Japan Series, qui a un peu marqué, du coup, c'est un marqueur, ce titre. Et donc 30 508 places ont été maintenant disponibles pour les fans. Et du coup, le baseball étant populaire, il fallait bien des chansons de soutien pour ces équipes. Alors il faut savoir que la toute première chant d'histoire, c'est quand même les Morning Musume qui l'ont chanté, c'était de Manpower. Donc il y a vraiment un lien entre le Hello Project et ce club. Alors. Complètement. Ils ont interprété plusieurs chansons hymnes officiels, quoi. Ouais, plusieurs groupes du Hello Project. Et donc je parle des Morning Musume qui est sorti en 2005 justement lors de la création de ce club de Manpower. Et la 4e chanson officielle, c'est ce qu'on va écouter pour terminer l'émission, c'est interprété par les Cute avec Koero Rakuten Eagles. Et on va se quitter sur Koero, voilà, Rakuten Eagles, donc sur Muteki. Portez-vous bien, vive le son japonais, et à dans 3 semaines. Dans 3 semaines, puisque la semaine prochaine vous avez un mix, et la semaine d'après vous avez encore une fois un mix. On vous expliquera tout ça, ce sera centré sur les années 1988 et 2008. On finit notre triptyque dans le temps, justement sur les années en 8 pour bien terminer l'année. Portez-vous bien, vive le son japonais, Jamata. Ciao.